Je voudrais commencer par un souvenir qui est le deuxième souvenir de ma vie. Donc j'ai 3 ans, je suis en maternelle, et je me dis que j'aimerais être un garçon, parce qu'à l'époque je suis une petite fille, pour pouvoir offrir des bagues aux filles. Et, hum, et alors je me pose la question depuis maintenant du coup 27 ans, enfin 24 ans, de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ça. Et c'est quand même un peu ma che cazzo. Je comprends toujours pas pourquoi c'est ça qui m'est venu, mais ce que je comprends, c'est que euh, il y a la première assignation de genre que j'ai eue, c'est moi qui l'ai commise déjà. Et, euh, et surtout qu'à 3 ans, j'ai déjà. Enfin, le travail en fait du monde patriarcal dans lequel je vis, il a déjà fait son œuvre sur moi. C'est-à-dire que j'ai bien compris que c'est pas la même chose d'être une petite fille et d'offrir une bague à une petite fille, ou d'être un petit garçon et d'offrir une bague à une petite fille. C'est-à-dire qu'il y a des rôles de genre déjà que je commence à comprendre. Et arrivé après en école d'art, en études de design d'abord, puis en école d'art ensuite, euh, j'ai échappé assez bizarrement, enfin je me l'explique pas entièrement, mais je crois que j'ai vraiment eu très très peu d'assignations comme ça, un peu abusives ou intrusives ou dérangeantes, autant à Duperré qu'aux Arts Déco que dans le début de ma vie professionnelle, quelques expos collectives. Et enfin, il y a peut-être une chose qui me permettrait de l'expliquer un petit peu partiellement, c'est que j'étais déjà très peu genré, même avant le début de ma transition hormonale. Mon travail, je pense, était très peu genré aussi. Et, et du coup, voilà, il n'y avait pas de prise, je pense, trop. Mais ce qui n'empêche pas que l'oppression, je la sens tout le temps, en fait. Parce que c'est pas forcément quand on est directement attaqué qu'on peut ressentir quelque chose de violent vis-à-vis d'un genre ou vis-à-vis d'une orientation sexuelle ou vis-à-vis de quoi que ce soit. Et du coup, le quotidien est très très oppressant pour moi là-dessus, ne serait-ce que la langue française est très oppressante là-dessus. Le masculin générique, c'est quelque chose qu'on entend dès le matin quand on allume la radio. C'est pas, on n'a pas de seconde de répit là-dessus. Et, et voilà. Donc dans le monde de l'art, moi j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement, de mon vécu en tout cas, plus trash qu'ailleurs. Mais ce qui est clair, c'est que ça aurait dû être mieux en fait. Ça aurait dû faire un effort supplémentaire qui n'a pas été fait. Enfin, je crois. Et un peu plus précisément, euh, par exemple, depuis que je suis en école d'art, il y a un mot qui est très très important, qui revient très souvent, quasiment dans tous les cours, tous les ans, de la part des élèves, filles, mecs, de la part des profs, de la part des techniciens, de tout le monde, c'est le mot phallique. Phallique, pour qualifier des œuvres, c'est constant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de petite satisfaction, comme ça, à employer ce mot-là, qui est ultra récurrent. Et la personne qui le dit gagne des points, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de truc où on a dit quelque chose d'intelligent, parce que c'est un mot quand même un peu savant, etc., qui ne s'emploie pas dans tous les contextes. Et on a parlé de beat, donc tout le monde est content. Et il y a un truc qui dit, enfin qui appose la petite étiquette supériorité quelque part. Et c'est un truc qui m'exaspère au plus haut point, quoi, parce que qu'à la limite des élèves soient encore dans ce truc un peu préadolescent de qualifier les choses de phalliques, le moindre truc, une bouteille posée sur une table, quelqu'un qui danse, qui est au sol et qui se relève, enfin tout, 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 tout. C'est-à-dire que le moindre truc vertical est phallique. À la limite, ça peut passer, mais de la part des profs, je trouve ça dérangeant en fait. Enfin, c'est dangereux comme prisme. Et voilà, ça c'est un truc vraiment choquant. Et, euh, et ce qui m'intrigue aussi là-dedans, c'est que du coup, alors tout ce qui est vertical et phallique, même ce qui existait bien avant l'humain sur Terre, un gros rocher dressé comme ça, il est phallique, enfin tout est phallique. Par contre, c'est le sexe féminin qu'on va avoir tendance à qualifier de floral ou de. Donc quelque part, il y a un des deux sexes qui est subordonné à la nature et l'autre qui la précède magiquement. C'est avant quoi. Et ça définit la nature. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'assez parlant sur la manière qu'on a de considérer euh, l'énergie de l'œuvre, quoi. Voilà. Après, j'avais pensé aussi à un épisode donc aux Arts Déco très récemment, au début de l'année là. J'avais un travail que je voulais faire qui était euh,
un travail de petite maçonnerie dans l'espace, en extérieur, etc. Et du coup, je demandais des conseils à mes profs. Ils m'ont dit, bon, tu connais James Turrell, tu connais Donald Judd, tu connais nanana. Donc j'avais eu comme ça mon petit florilège d'artistes qui pouvaient ressembler, que je connaissais. Et puis, je suis allé glaner un peu plus loin à la bibliothèque et je suis tombé sur un bouquin, j'ouvre comme ça. C'était Nancy Holt. Et je regarde et c'était tellement plus parlant sur mon projet que tous les autres qu'on m'avait cités, quoi. Du coup, je remonte en cours et je vais voir mes profs qui m'ont conseillé donc, depuis 2-3 mois. Je leur dis, mais vous connaissiez ça? Parce que du coup, il y avait eu un long laps de temps entre les premiers échanges et cette découverte. Et ils me disaient, bah oui, bien sûr, on connaît. Et du coup, je leur ai dit, mais pourquoi elle n'est pas sortie dans le lot d'artistes qui pouvaient correspondre? Et donc, il y avait une prof à ce moment-là avec moi, qui est par ailleurs quelqu'un qui m'a énormément accompagné, dont je suis très proche, mais qui me dit, bah c'est une femme, donc on n'en parle pas, quoi. Et elle me dit ça histoire de dire, elle se posait dans la position de critique de cette situation. Sauf qu'en l'occurrence, c'était elle qui me l'avait pas dit. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il y a ouais, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on se dit, on réalise, quoi. On fait, ah merde. Et en fait, on continue à merder, sans que ça pose plus de problèmes que ça. Ça, c'était la question la plus difficile, je dirais, pour moi. J'ai fait l'enquête un petit peu après cette question, en fait, sur mon travail, et je me suis rendu compte que donc, l'intersectionnalité, c'est un terme dont je suis un petit peu familier, mais pas complètement non plus. C'est-à-dire que ça part de la souche des oppressions, c'est-à-dire qu'on constate un certain nombre d'oppressions, et en les cumulant, on essaye d'observer aussi ce que ça donne, et enfin, voilà, donc on a tous ces éléments-là disparates qui s'agglomèrent, en fait. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais traité comme thème de travail, mais ayant toujours eu une conscience assez aiguë, pas une conscience, un sentiment assez aigu de ces oppressions-là, j'ai développé des outils qui les contrent, en fait. Mais du coup, ça définit plus la forme en positif qu'en négatif. C'est-à-dire que dans mon travail, il y a, je crois, plein de solutions pour essayer, moi, de mieux vivre l'intersectionnalité. Et, et notamment, enfin, c'est des choses qui sont encore un peu floues, mais je crois que la manière, par exemple, de travailler sur des espaces très inclusifs, c'est-à-dire enfin, très immersifs, et dans lesquels le fait de pouvoir, par exemple, déambuler à l'intérieur de l'œuvre, c'est une problématique que je me suis posée parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de distance à la chose, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un rapport d'autorité entre l'œuvre et le spectateur. C'est-à-dire que marcher dessus devait pouvoir faire partie des choses possibles. Le fait de considérer toujours le travail aussi comme un cours, comme un process, et d'être toujours en train de redéfinir les liens entre les pièces, d'être en train de redéfinir la manière qu'ils vont avoir de se symbioser ou pas, c'est-à-dire d'avoir des pièces qui sont en fait des agglomérats d'autres pièces, et qui se font et qui se défont. Enfin, j'ai l'impression que pour moi c'est un peu une population, les pièces que je fais, et bon, il y a des choses qui s'organisent entre elles, il y a des liens qui s'organisent entre elles et qui peuvent se défaire aussi facilement qu'elles se font. C'est-à-dire que rien n'est jamais un couloir pour un certain type de pratique. Si je fais de la vidéo, ça ne va pas rester essentiellement de la vidéo. Il va y avoir des choses qui s'intègrent à l'intérieur. Il va y avoir des pièces que j'ai faites avant qui vont se casser pour revenir alimenter les suivantes. Et ça, je crois que c'est des trucs que j'ai mis en place pour ne pas avoir de mur, jamais, en fait. Et qui me viennent, enfin moi je ressens en tout cas le lien, je ne sais pas dans quelle mesure c'est clair ou pas, mais je ressens le lien entre la manière que je vais avoir de faire des pièces assez, des œuvres assez liquides en fait, assez changeantes tout le temps, avec des représentations humaines glissantes, avec des choses qui sont jamais très sûres, qui vient très précisément de tout le moment où j'ai déconstruit le terreau sur lequel je vivais, qui était celui du patriarcat et celui d'oppression sexiste quotidienne, quoi. Mais de manière un petit peu plus... est-ce que j'ai tout dit là-dessus ? De manière un petit peu plus précise, encore une fois, il y a le travail de la langue, un travail que j'ai commencé à faire cette année,
et qui, je pense, sera jamais fini, qui est, j'invente une langue, donc c'est a priori jusqu'à la fin de mes jours, et qui est fascinant à faire, vraiment incroyable, et je me suis rendu compte un petit peu, je dirais, un petit peu tard, que il fallait être super politique sur tous ses choix. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans le moment où on commence à choisir des mots, pour peu qu'on ait une langue qui ressemble à une langue dite naturelle. C'est-à-dire, il y a plein de types de langues possibles à inventer, mais si on prend une langue qui fonctionne sur un petit peu des étymologies, un petit peu des suffixes, des préfixes, enfin, qui ressemblent à nos langues naturelles, il y a un moment où on doit inventer une culture qui va avec. Et ça, c'est énorme, c'est pas possible en fait comme travail. Donc on doit au moins définir une culture. Et là on se rend compte que tous les choix sur tous les mots sont ultra politiques. C'est-à-dire que, bon, des mots plus que d'autres. Il y a des mots qui posent moins de problèmes, mais par exemple le mot autre, c'est un mot qui m'a posé problème pendant 3-4 jours quand même. Donc j'étais bloqué dans mon texte. Normalement je traduis à peu près une phrase par heure, parce que j'invente les mots en même temps. Et là, j'ai passé 4 jours sur le mot autre, c'est-à-dire réussir à définir ce que c'était que l'autre. Comment est-ce que je peux trouver un mot déjà qui définisse tous les autres? Ou est-ce qu'il faut que j'invente d'autres mots autres pour essayer d'avoir plusieurs types d'autres? Et ça a été très très compliqué. Mais c'est trop intéressant, c'est vraiment le moment justement où on se dit, alors, comment je pense chaque mot que j'emploie? Parce que choisir des mots, c'est définir les réalités du cerveau qui les emploie quand même. C'est-à-dire les réalités de comment est-ce qu'il va considérer son monde. Et, et donc dans cette langue, donc évidemment il n'y a pas de genre, parce que pourquoi faire? Et il y a un pronom qui se place avant le jeu, c'est-à-dire que le jeu qui ressemble au jeu français, c'est le deuxième pronom qui est le jeu pour s'adresser aux autres. Et il y a un pronom avant ça qui est le doul et qui est le pronom de soi à soi quand on se parle tout seul. Donc c'est en fait le pronom de la loi endogène, c'est celui de l'autodétermination aussi, et qui est aussi le pronom réfléchi. Donc c'est celui à partir duquel tout se construit en fait. Donc on est obligé de redéfinir déjà tous ces axiomes de base avec ce pronom-là, et ensuite on les expose avec le premier pronom je. Donc là, dans la langue, c'est beaucoup plus précis, je trouve, le rapport que j'ai avec les questions d'oppression de genre. Enfin, et pas que de genre d'ailleurs. Par exemple, il y a la question des mots étrangers, parce qu'il y a des mots que j'arrivais pas à inventer dans ma langue, notamment des mots qui font pas partie des choses que je ressens, parce que je construis mes mots de manière intuitive, donc j'ai une espèce de, je sais pas, de sentiment que les phonèmes vont pouvoir dire ce mot-là. Et c'est aussi un amour du bruit, quoi. Et il y a des mots où j'arrive pas à faire de bruit dessus, et notamment, récemment, j'avais le mot ennemi, par exemple. Je ressentais pas ce que c'était que l'ennemi, donc j'ai dû aller le piocher dans une autre langue. Donc je vais piocher que dans les langues construites, les conlangues, mais même ça c'est aussi compliqué, la langue de qui je vais choisir, donc ça veut dire qu'il faut que je regarde qui sont les gens qui ont fait ces langues et comment ils les ont faites, et donc j'importe des mots comme ça, et il y a un moment où je me suis dit, comment je fais avec un mot importé, parce que c'est comme un étranger dans ma langue, est-ce que je le mets totalement invisible, c'est-à-dire qu'il agit comme tous les autres, je le conjugue de la même manière, je l'accorde de la même manière, je le prononce, enfin je mets mes phonèmes à moi avec mes nouvelles lettres, etc. Ou est-ce qu'il faut que je le reconnaisse aussi sa différence et le fait que ce soit pas moi qui l'ai inventé, c'est-à-dire que c'est pas ma création quoi. Du coup, est-ce que je lui mets un marqueur, comme une majuscule par exemple? Sauf qu'un marqueur, c'est quoi? C'est une stigmatisation ou c'est la reconnaissance de la différence du mot? Et voilà, dans tout ça, j'ai pris des solutions pareilles qui sont pas définitives, je pense, parce que je suis pas sûr d'avoir fait les bons choix, quoi. Et donc j'ai enlevé le marqueur de la majuscule, mais je me suis rendu compte après que je les conjuguais pas. Enfin, il y a des choses qui sont hyper parlantes comme ça, c'est hyper bizarre. Pourquoi est-ce que je les associerais pas avec les nombres enfin, avec les autres éléments de la phrase, quoi? Là aussi, on se retrouve avec une population. On a une population de mots. Comment on les fait interagir ensemble? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y a aussi des tandems adjectivaux dans ma langue qui sont quand on a des oppositions binaires en français, haute, basse, belle, laide, crue, cuite, j'en ai fait des mots prononçables en un seul. En fait, le radical est au milieu.
Du coup, cru, ça va commencer avant et finir sur le radical, cuit, commencer sur le radical et finir après, de sorte qu'on puisse prononcer les deux d'affilée pour toutes ces choses qui sont à la fois belles et laides, crues et cuites, hautes et basses. Alors en tant que chiffre, bon, je pense que ça parle quand même assez tout seul. Et étant donné que moi je me suis rendu compte de que j'avais pas du coup subi d'oppression très directe, après c'est aussi que j'ai pas encore fait beaucoup d'expositions et c'est peut-être un truc qui va venir quoi. Mais du coup je manque d'éléments sur le sexisme ostentatoire en fait. Par contre, sur le ressenti global qu'on a de la cage de verre, parce que c'est pas seulement un plafond, hein, c'est vraiment de partout, qu'il y a autour du féminin, ça c'est quelque chose qui est que je ressens très vivement, quoi. Et, et du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus une question euh, de féminin en tant que construction que de femme, très précisément. C'est-à-dire que c'est un peu tout ce corpus de matière, d'objets, de couleurs, de manières d'aborder ces sujets, de thèmes, de tons aussi, qui vont moins valoir que les autres ou qu'un autre en fait. C'est-à-dire que j'ai la sensation assez intime que le féminin a été inventé pour créer un système de valeurs. C'est-à-dire que ça me paraît juste tellement venu de nulle part, ce qui est censé rentrer dans le corpus féminin et ce qui est censé rentrer dans le corpus masculin, que j'ai le sentiment que on a mis des choses dans une boîte pour pouvoir les haïr en fait, que c'était juste manière de faire émerger quelque chose, d'avoir un système hiérarchique. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir cette chose pour créer une inégalité, d'après moi, c'est difficile à résoudre. C'est-à-dire que c'est pas. J'ai un peu peur que ce soit pas en se battant euh, contre des paroles sexistes. Enfin, évidemment que c'est nécessaire et c'est juste vital et on va le faire, parce il faut faire ce job-là, mais j'ai pas l'impression que ça puisse aller décrasser, au fond, le sentiment qu'on a sur les corpus féminins et masculins de travail, et de tempérament, et de manière de parler, et qui font partie de cet héritage culturel voilà, qui se construit et qui continue à se construire de manière très binaire. Quoi. Et, euh, et la chose, en fait, c'est que en école d'art, on s'en aperçoit quand même assez bien, c'est que du coup, il y a aussi un corpus voilà, de matières, couleurs, objets, choses qui va être rarement remis en question, en fait, qui est celui euh, par exemple de la forme finie, de la géométrie, du minimalisme, d'une certaine distance à la sculpture, du travail volumineux, du travail technique, assez catégorique en fait. Et donc nous, vulgairement, c'est ce qu'on appelle, entre toutes les personnes qui sont un petit peu sensibilisées à ces questions-là, c'est le travail des couilles. Quoi. Donc on va regarder comme ça dans une classe, il y a des expositions, et on va voir quelques pièces, quelques pôles, et on va dire, bon bah là, il y a de la couille, c'est sûr, ça passe. On sait, on ressent qu'il y a une immunité de ce travail-là, qui va jamais être questionné sur cet apanage du dominant, qui est l'apanage du masculin. Et c'est-à-dire que ça peut être questionné sur plein d'autres choses. Voilà, il y aura plein de choses dans l'œuvre où les profs vont interagir dessus, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais le fait qu'on ait ce sentiment de prime abord d'avoir une œuvre en bonne santé parce qu'elle a ce corpus-là, ça, c'est jamais remis en question. C'est-à-dire qu'il y a un apanage du masculin qui est la bonne direction quand même. On le ressent un peu comme ça. Et dès qu'il y a cet autre corpus, alors que ce soit euh, quelqu'un qui assume très clairement l'héritage historique du féminin, c'est-à-dire qui assume clairement dès le départ que ces formes molles, ces tissus, ces techniques domestiques, son sang, etc., viennent directement de l'histoire des femmes, ou alors que ce soit un travail qui ne porte pas là-dessus, mais qui par hasard fait partie de ce corpus-là formellement, ben ça va être beaucoup plus dur d'avoir une crédibilité en fait. C'est-à-dire que c'est... Et ça fait partie des choses très invisibles, c'est-à-dire qu'on c'est une absence de considération. Et noter des absences, c'est quand même beaucoup plus dur que noter une critique directement sexiste ostentatoire. Quoi. Et ouais, voilà. Euh,
Donc évidemment, quand je dis ces deux pôles-là, il y a une infinité de possibilités entre les deux, et la plupart des gens se situent entre les deux, mais on a quand même observé assez régulièrement euh, mes amis donc, qui sont concernés par la question et moi que il y avait en fait, il y avait un peu deux manières de prendre la chose quand on voit arriver des techniques qui seraient du côté du féminin. C'est soit on va le déconsidérer, ou en tout cas estimer que c'est de moindre valeur, soit, et ça c'est encore plus dérangeant je crois, mais par contre plus visible, il y a une manière aussi de dire, quand on parle par exemple des sujets qui sont vraiment ceux du féminin, il y a une manière de dire c'est important pour elle qu'elle travaille là-dessus. On va la laisser faire. Donc c'est assez antithétique, mais une personne peut passer très vite d'un discours à l'autre là-dessus. Et notamment tout ce qui parle assez directement de l'oppression ou de ce que c'est qu'être dans le féminin. Donc ça peut aussi bien être des mecs que des meufs, que n'importe qui produit ce genre de travaux, mais de ce que c'est qu'être là-dedans, alors ça fait chier un peu tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on regarde ça et puis c'est « Ah, on va devoir parler de ça ». Ça fatigue. Et ça, c'est un truc qui est vraiment très grave, je crois, dans une école d'art. C'est-à-dire qu'on a vraiment... non seulement c'est du coup des corpus de choses qu'on peut se permettre d'emmerder, parce qu'ils valent moins, mais en plus quand ils sont là, avec une condescendance un peu potelée, comme ça, on va leur dire qu'on va les laisser faire parce qu'ils ont besoin de s'exprimer là-dessus, et puis ça va passer après, quoi. Et donc c'est quand même très très méprisant, je crois. Et ce phénomène-là, je me suis aussi aperçu qu'on pouvait en être l'acteur sans le savoir, et en être la victime sans le savoir aussi. C'est-à-dire que là, le discours que j'ai, je sais pertinemment qu'il y a des personnes que moi je considère comme victimes de ce mécanisme, qui ne se considèrent pas victimes comme ce mécanisme. Et c'est très bien. Mais ce que je vois, moi, c'est que leur travail a été desservi pour ça, et pas pour autre chose. Et ça, c'est inquiétant, quoi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le féminin, que personne n'aime ça. Ça veut juste dire que, en termes de notoriété, quand il va s'agir d'avoir des parutions, des expositions, une rémunération, on ne se situe pas sur le même plan qu'un corpus masculin de travail. Oui, alors cette question m'a fait un peu rire au début, parce qu'on me l'a posée une autre fois dans ma vie, une seule autre. Et c'était pas tout à fait le même genre de contexte, et c'était, je pense, une personne qui était pas concernée. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés par le féminisme du tout. Et du coup, je crois que c'était un dîner de famille, et on était en train de parler d'une série télévisée. Il y avait quelque chose qui m'avait choqué dedans, donc je m'étais un petit peu insurgé. Et cette personne était arrivée comme ça et m'avait dit de manière très candide, vraiment sans arrière-pensée, très, très clair, quoi. Ah, tu es féministe, comme ça. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est exactement similaire pour moi de demander à quelqu'un, ah, tu n'es pas raciste. Et c'est un truc qu'on peut pas faire. C'est-à-dire, enfin, j'étais je crois que je suis resté complètement pantois, mais en vrai, j'aurais dû lui demander, mais du coup, t'es quoi? Qu'est-ce qu'on fait à la même table? De quoi on parle si on n'est pas féministe? Enfin, c'est quand même compliqué, quoi, d'oser dire, non, moi je suis pas pour l'égalité, ça va. Merci, c'est fou. Donc cette question-là a commencé par me faire rire pour ça. Après vous, c'est pas tout à fait le même contexte, évidemment. Et du coup, je me suis un peu posé la question de familialement, comment ça s'était passé. Je suis passé par toutes les phases de féminisme inavouables, vraiment inavouables. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une famille qui est vraiment très très peuplée de femmes. Elles sont très nombreuses déjà. Ensuite, elles engendrent quasiment que des femmes. Ensuite, elles vivent 30 ans de plus que leur mari, donc c'est très féminin, quoi. Et c'est des femmes qui sont des fortes têtes, qui sont vraiment pas du genre à se taire à table. D'un point de vue décibel, on est proche du Boeing, quoi. C'est vraiment très très difficile d'en placer une. Et elles sont aussi très entrepreneuses, elles ont un souci de l'humain qui est très fort aussi. Voilà, donc il y avait ce contexte-là chez moi qui était, je pense, qui a été très riche. Et en même temps, elles se sont toujours soigneusement tenues à l'écart des luttes féministes. C'est-à-dire qu'elles ont emboîté le pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas critiqué les avancées qui avaient été faites par
leurs consoeurs militantes, quoi. Mais, enfin, elles sont rentrées dedans, elles étaient très contentes, ma grand-mère, d'avoir soudainement un compte en banque, d'avoir, enfin bref, tout ça. Et, mais jamais concernée, enfin jamais pionnière là-dedans, quoi. Donc il y avait une espèce de... c'était comme une forme de passivité un peu survivaliste de dans tous les cas on va en chier, donc on va mordre, quoi. Mais faut pas espérer. Donc on va pas prendre le risque d'avoir de l'espoir et donc de prendre les devants et donc de faire des actions pour ça. Ce qui fait que leur féminisme, ça je m'en aperçois maintenant, est resté assez, très archaïque en fait. Il s'est pas alimenté de l'actualité et des travaux des militantes. Et du coup, donc je me suis aperçu de ça, j'étais à Duperré, donc j'avais 21, 22 ans, quoi, où je commençais à définir un petit peu plus clairement quel devait être mon féminisme à moi, qui déjà, elles n'avaient pas la question du queer, toutes ces femmes-là de ma famille, donc ça a été le premier truc qui a redéfini, refondé mon féminisme, et le fait d'être entouré de gens qui aussi étaient concernés par ça directement, quoi. Donc... voilà, c'est toujours un petit peu délicat de parler de ça avec elle, sachant qu'en fait on se rend compte que l'écart entre les féminismes est quasiment aussi grand que l'écart entre féministes et non féministes. Enfin, voilà. Faut aussi désessentialiser la notion de féminisme, c'est le bordel aussi là-dedans, quoi. Donc, et voilà. Et ce qui m'a étonné surtout, c'est que on a quand même des phrases, des espèces, c'est quasiment devenu des proverbes, quoi, des choses qui viennent très facilement sur les lèvres. On ne naît pas femme, on le devient, donc qui était ça c'est 49, donc c'est même pas 10 ans après la naissance de ma grand-mère, 10 ans après la naissance de ma mère, Take a walk on the wild side, c'est des choses qui ont accompagné leur enfance, ils ont rien compris du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, quand je parle de on ne naît pas femme, on le devient avec un certain nombre de mes amis, c'est pas qu'ils sont opposés à l'idée, c'est pas qu'elles vont... je sais pas, être choqué par certains principes ou ne pas les comprendre ou quoi, c'est que l'information n'a pas processé, c'est pas, on connaît pas en fait. Donc les gens sont pas au courant qu'il y a cette construction de genre, voilà. Et à Paris, aux Arts Déco, dans un milieu bourgeois, aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est fou. Et donc on a la chance quand même d'avoir l'ENS juste à côté des Arts Déco, donc 10 numéros plus loin, c'est Normal Sup. Donc eux, ils ont un contenu quand même théorique dans leur mur qui est beaucoup plus présent que chez nous, mais ce qui est aussi normal pour des raisons de pratique artistique, etc., qui prennent plus de temps. Et aussi, on peut rentrer chez eux, c'est-à-dire que leur porte est ouverte, donc on peut aller suivre leurs conférences et tout ça. Mais du coup, il y a cette chose un petit peu étrange d'être dans la cour des Arts Déco avec quelques copines en train de discuter, encore en train de débattre et de remettre sur la table je sais pas moi, des choses aussi élémentaires que l'instinct maternel, par exemple. Dans le même temps, il y a Butler qui fait une conf à 500 mètres, quoi. Donc le décalage, les deux vitesses de féminisme, les multiples vitesses de féminisme, me paraissent assez folles.